Bienvenue pour cette analyse sur les lacs du Connemara. C'est la chanson de tous les records. Son single s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Une publicité nationale et intergénérationnelle qui pousse près de 150 000 Français à visiter ce coin sauvage de l'Irlande. Mais elle est surtout connue pour conclure toutes les soirées étudiantes et même les mariages. Bon, à présent, si je vous dis que cette chanson a failli jamais exister. Oui, la chanson la plus célèbre de Michel Sardou serait simplement liée au hasard. Laissez-moi vous raconter l'histoire. Après un long voyage en voiture, le synthétiseur de Jacques Revaux arrive à Saint-Georges-Motel dans la propriété de Michel Sardou. Les deux hommes se sont donné rendez-vous afin de composer les titres du prochain album. Jacques Revaux se met derrière son clavier. Il joue les premières notes, l'instrument est totalement désaccordé et au lieu de jouer des accords justes, ce dernier prend des airs de cornemuse. Il n'en faut pas plus à Michel Sardou et Pierre Delanoë, également présents pour l'occasion. Pourquoi ne pas écrire une chanson sur l'Écosse? Mais pourtant, les deux hommes n'y ont jamais mis les pieds. Pierre Delanoë est chargé de trouver de la documentation et des informations sur l'Écosse. Mais il revient bredouille. Enfin, pas vraiment, car même s'il n'a pas trouvé de la documentation sur l'Écosse, il rapporta de la documentation sur l'Irlande. Terre brûlée au vent. Dans cette partie, nous analyserons la chanson dans son détail en étudiant les paroles et la musique. Les premières notes nous plongent directement dans l'ambiance. Enfin, pas vraiment, plutôt le vent qui souffle dans les fjords et les lacs du comté de Galway. Après quelques secondes, les accords se lancent. Les notes résonnent dans la puissance du vent. Les vibrations et l'écho renforcent cette atmosphère lourde et pesante. Le synthé est rejoint rapidement par les violons qui ouvrent la chanson sur les trois premières paroles, terre brûlée au vent. Le synthé accompagne en tempo l'ensemble des paroles de la première partie du couplet, où Sardou plante le décor de manière rigoureuse. Terre brûlée au vent des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer, le Connemara. Jusque-là, on sait où on va, dans un semblant d'enfer au Connemara. Bon, super, continuons. La deuxième partie du couplet est également descriptive, mais l'arrivée du piano en arpège nous donne à voir ces nuages noirs qui viennent du nord. Des nuages noirs qui viennent du nord, colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Alors là, la description du paysage donne vraiment envie de s'y rendre. Il fait sombre partout, c'est un peu comme l'enfer pour les vivants, mais ne vous inquiétez pas les gars, c'est le Connemara. Bon, passons, au moins le décor est planté. Puis d'un tempo calme et quasi mystique, le coup de timbale nous fait passer au cœur d'un mariage. Je pense que c'est la plus grosse information pour 80% des personnes qui regarderont cette vidéo. Oui, les lacs du Connemara parlent pendant un couplet d'un mariage. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix, Maureen a plongé nue dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit « je suis catholique », Maureen aussi, l'église en granit de Limerick, Maureen a dit oui. Profitant de l'accalmie dans ces contrées obscurcies par les nuages, Sardou nous propose un tableau, celui d'une femme se baignant nue dans un lac, Maureen. Et Maureen n'a pas l'air bien seule puisque Sean Kelly est là aussi. On ne sait pas bien pourquoi. Quoi qu'il en soit, tous deux sont catholiques depuis que Saint Patrick a évangélisé l'Irlande. Alors, autant en profiter, ils se disent oui dans l'église en granit de Limerick. Parlons du tempo. Vous remarquez qu'il a changé? On commence à battre du pied, à bouger partout, bref, on n'est pas au cœur d'un mariage après tout. Le tempo monte progressivement, la cornemuse, en réalité toujours le synthé désaccordé, fait son entrée en scène. Et puis il n'y a pas que les instruments qui arrivent, l'ensemble de l'ouest de l'Irlande participe également. Les villes et les noms emblématiques irlandais défilent. De Tipperary, Barry Connolly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connor, les O'Connolly, les Flaherty du Ring of Kerry. Surtout, comble de la chanson, on est dans une chanson où l'on boit 3 jours et 2 nuits. Après la reprise des paroles du premier couplet, on se replonge dans l'univers irlandais, entre pluie et soleil, pas des chevaux et monstres des lacs. Attendez, ce n'est pas en Écosse? Eh bien figurez-vous que l'Irlande également regorge de légendes et de mythes sur les créatures vivant dans les eaux troubles de ces fjords. Enfin, la chanson se termine par des références historiques à la farouche volonté d'indépendance irlandaise face aux Anglais et aux Gallois. Pourtant, la paix n'est pas envisagée dans la chanson, car les hommes d'ailleurs, cherchant le repos de l'âme, savent avant tout le prix de la guerre, la liberté. La chanson se termine par ce que l'on attend tous, la symphonie des instruments qui, comme une machine inarrêtable, finit sur les la 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 la. Mais pourquoi sommes-nous obligés de chanter et de danser sur ce passage? Pourquoi la chanson entière nous emporte-t-elle à chaque soirée? J'en ai peut-être une explication, son tempo. 111 battements par minute, ce qui est à peu près le cœur dans un effort moyen, et c'est parfait pour se laisser porter par la musique. Qui sait si Michel Sardou ne l'a jamais retiré de son tour de chant pour cette raison. Et puis dans cette musique, il se passe quelque chose d'héroïque, presque de glorieux. On se voit au cœur de ces paysages naturels. On se voit au cœur de ce mariage irlandais. On se voit tout simplement en Irlande chanter cette chanson au milieu des lacs. Chose qu'à la 7e, nous avons faite.
la main.